Si je devais résumer toute ma vie en une seule image, ce serait celle-là. Moi, agenouillé sur le carrelage froid d'un lieu que tout le monde croit immaculé, sentant le parfum de la cire d'abeille, avec cette nausée qui me montait à la gorge, une nausée qui n'avait rien à voir avec les produits de nettoyage. C'est le jour où j'ai ouvert le tiroir verrouillé du bureau de l'évêque que j'ai compris à quel point le mensonge peut sentir fort, même sous les habits les plus sacrés. Ce que j'ai trouvé là m'a fait vomir, littéralement. C'était la preuve que l'enfer ne se trouve pas sous terre, mais bien caché dans la lumière. Bonjour mes chéris, je m'appelle Mia, mais vous pouvez m'appeler Maman Mia si ça vous chante. J'ai 50 ans aujourd'hui, et croyez-moi, à cet âge, on en a vu des vertes et des pas mûres. Je suis née en 1975, ici, à Nice, une ville magnifique, pleine de soleil et de contrastes. J'ai toujours aimé la mer, mais ma vie, elle, a été plus souvent une tempête qu'une calme Méditerranée. Aujourd'hui, je veux partager avec vous une histoire que j'ai gardée enfermée en moi pendant bien trop longtemps. Une histoire qui parle de foi, de trahison et de ces secrets que l'on préférerait ne jamais découvrir. Avant de plonger dans ce récit, je vous en prie, prenez une seconde. Dites-moi d'où vous me regardez. Laissez votre petit like et abonnez-vous à la chaîne. Ça me réchauffe le cœur de savoir que ma voix porte si loin et ça aide beaucoup cette vieille dame à continuer à partager ses souvenirs. Nous sommes en 2023. J'avais 48 ans. J'étais arrivée à un point de ma vie où l'on se dit que l'on n'a plus grand-chose à prouver, mais que l'on a toujours beaucoup de factures à payer. La vie sur la Côte d'Azur est un luxe que seuls les touristes peuvent ne se permettre sans compter. Pour nous, les gens du coin, il faut se battre pour chaque centime. J'avais besoin d'un travail. Un travail qui me permette de rentrer à l'heure pour préparer le dîner. Un travail qui ne demande pas trop d'investissement émotionnel. C'est comme ça que j'ai postulé pour le poste d'auxiliaire de nettoyage à la grande paroisse de Saint-Michel, en plein cœur de Nice. L'église, pour moi, c'était la tradition, l'odeur d'encens et les bancs froids. Je n'étais pas une fervente pratiquante, mais je respectais l'institution. Le travail était simple, s'occuper des parties communes, des salles de réunion paroissiales et surtout du presbytère. C'était un travail solitaire. Je commençais à l'aube, avant les premières messes, quand la lumière filtrait à peine à travers les vitraux. Le silence était mon seul compagnon, brisé seulement par le bruit de mon seau et de mes chiffons. J'aimais cette solitude. Elle me permettait de penser, ou plutôt de ne pas penser à la maison. À la maison, il y avait Romain, mon mari. Nous nous étions mariés jeunes, pleins d'espoir. Il avait toujours eu le défaut de voir grand, sans jamais vraiment réaliser. Un entrepreneur dans l'âme, disait-il. Un rêveur irresponsable, pensais-je souvent. À l'époque, il était au chômage depuis de longs mois, et l'ambiance était lourde, saturée de reproches non dits et de l'odeur froide de l'inquiétude financière. Mes 2 enfants, maintenant de jeunes adultes, essayaient de tracer leur propre chemin, mais je savais qu'ils comptaient toujours sur ma stabilité. C'est pour eux, et pour garder un semblant de dignité face à Romain, que j'acceptais de frotter les sols des autres. La paroisse de Saint-Michel était dirigée par Monseigneur Lefebvre, l'évêque. Un homme dans la soixantaine, à l'allure austère, toujours impeccable dans sa soutane, dégageant une aura de sérénité et d'autorité. Il me saluait d'un hochement de tête poli, sans jamais vraiment me regarder dans les yeux. Pour lui, j'étais une ombre, la femme qui rendait son monde propre. J'ai passé des mois à polir les parquets cirés, à dépoussiérer les icônes dorées et à vider les corbeilles à papier. Je connaissais chaque recoin de ce lieu. Je savais où grattait la porte de la sacristie et où le plancher craquait près de l'autel. Le clou de ma semaine, c'était le bureau de l'évêque. C'était une pièce immense, située à l'étage du presbytère, avec une vue magnifique sur le jardin intérieur. Le bureau, en chêne foncé, était toujours ordonné. Il y avait des piles de dossiers impeccables, des bibles reliées en cuir, et cette odeur particulière de vieux papier et de tabac froid que je trouvais étrange pour un homme d'église. Monseigneur Lefebvre était méticuleux, trop méticuleux. Il y avait un endroit que je ne pouvais jamais toucher. Le grand bureau en chêne possédait une série de tiroirs. Tous étaient accessibles, ouverts, remplis de stylos, de papiers à en-tête, de babioles administratives.
Sauf un, le tiroir supérieur droit. Il était toujours verrouillé. Je l'avais remarqué dès ma première semaine. Ce tiroir était différent. Il n'était pas juste fermé à clé. Il était scellé par une sorte de secret invisible. Je suis curieuse, de nature, mais j'ai aussi un sens aigu du respect de la propriété d'autrui. Je me disais que c'était sans doute les documents confidentiels de la paroisse, peut-être des dossiers de baptême ou des questions financières délicates. En tout cas, ça ne me regardait pas. J'évitais même de passer mon chiffon dessus, par crainte d'effacer une trace de poussière qui pourrait trahir le fait que j'avais osé m'en approcher. Pendant près d'1 an, ce tiroir est resté un point aveugle dans ma routine, un détail insignifiant dans ma vie de labeur quotidien. Mais vous savez, mes chéris, la vie est pleine de ces petits signes que l'on choisit d'ignorer. Et dans ce bureau, ces signes commençaient à s'accumuler. Je voyais parfois Monseigneur Lefebvre rentrer très tard le soir. Il n'était pas rare qu'il organise des réunions discrètes, des réunions qui ne figuraient pas sur le calendrier officiel de la paroisse. Je croisais des femmes que je ne reconnaissais pas comme des paroissiennes habituelles. Elles étaient jeunes, parfois en tenue un peu trop élégante pour une simple discussion pastorale. Elles montaient au bureau et je les entendais parfois rire, un rire discret, étouffé, qui me mettait mal à l'aise. Une fois, j'ai trouvé un mouchoir en papier froissé, jeté à la hâte dans la corbeille. Il portait une trace de rouge à lèvres, d'un rose vif, absolument pas la couleur que l'on associerait à une dame pieuse de la chorale. J'ai haussé les épaules. Après tout, l'évêque recevait peut-être des donateurs, des artistes, des gens du monde. Mais un autre détail m'a vraiment interpellée. Dans la paroisse, il y avait 2 jeunes femmes qui travaillaient dans les bureaux administratifs. 2 sœurs, comme on les appelait, sœur Cécile et sœur Véronique. Elles étaient arrivées il y a environ 6 mois. Elles étaient très réservées, douces, toujours vêtues de leur modeste tenue. Elles étaient d'une gentillesse absolue, mais je remarquais une tristesse persistante dans leurs yeux, surtout chez sœur Véronique. Elle avait l'air constamment fatiguée, stressée. Un jour, en nettoyant la cuisine commune, je l'ai trouvée en train de pleurer silencieusement devant la machine à café. Je me suis approchée doucement. « Sœur Véronique, tout va bien, ma chérie ?» Elle a sursauté, essuyant rapidement ses larmes. Elle a forcé un sourire, mais son visage était pâle, presque translucide. « Oui, Mia, ne vous inquiétez pas, seulement la pression du travail. »« La pression ? Vous travaillez pour Dieu, ma belle. Qu'est-ce qui pourrait être si stressant ?» Elle a regardé autour d'elle, comme si les murs avaient en des oreilles. Elle s'est approchée et a murmuré d'une voix tremblante. « Il y a des choses, Mia, que les gens ne comprennent pas, des exigences. » Je n'ai pas insisté. Je savais que dans ces institutions, on ne pose pas trop de questions. Mais cette conversation m'a marquée. La peur dans ses yeux était réelle. Quelques semaines plus tard, c'était le vendredi, le jour où je devais m'occuper du bureau de l'évêque. Il était parti pour un séminaire en Avignon et ne devait revenir que le lundi. J'avais 3 jours pour faire un grand nettoyage de printemps, ce qui était rare. J'ai commencé par les fenêtres, puis j'ai attaqué le grand bureau en chaîne. J'ai soulevé les dossiers, j'ai passé mon chiffon, j'ai nettoyé les bibelots religieux. Tout était en ordre. Puis, je me suis approché du tiroir verrouillé. Je l'ai touché du bout des doigts, sentant la surface lisse du bois. Et c'est là que j'ai vu quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Sur le coin du bureau, juste derrière la lampe de lecture, Monseigneur Lefebvre avait laissé sa trousse de clés personnelles. Il y avait la clé de sa voiture, celle de son appartement privé au presbytère, et une petite clé dorée, plus ancienne, que je n'avais jamais vue utiliser. Elle était légèrement tordue. Mon cœur a commencé à battre un peu plus vite. C'était peut-être la clé de ce fameux tiroir. J'ai senti la tentation me piquer. Ce n'était pas la curiosité la plus forte, mes chéris, c'était l'intuition. L'intuition qu'il y avait un lien entre ce tiroir scellé, le stress de sœur Véronique et ces rires étouffés que j'entendais parfois la nuit. Je me suis dit, « Mia, tu es une femme honnête. Tu n'as pas le droit de fouiller dans les affaires des autres. » Mais cette petite voix intérieure, celle que l'on développe après 50 ans de vie et de désillusion, m'a répondu « Tu as le droit de savoir si tu travailles dans un lieu décent. » J'ai pris la petite clé dorée. Elle était froide et légère. Mes mains tremblaient un peu, non pas de peur d'être découverte, mais de la peur de ce que j'allais trouver.
Mais avant de vous raconter la suite, mes chéris, permettez-moi de faire une petite pause. Parfois, les signes sont là, juste devant nos yeux, et on ne veut pas les voir, n'est-ce pas? Laissez un cœur dans les commentaires si vous avez déjà eu cette intuition que quelque chose clochait dans un endroit qui semblait parfait. J'ai inséré la petite clé dans la serrure du tiroir. Elle a tourné sans effort, avec un petit clic sec et définitif. Le bruit a résonné dans le silence du bureau comme un coup de fusil. J'ai tiré le tiroir. La première chose qui m'a frappée, ce n'était pas un document, ni de l'argent. C'était une odeur forte, musquée, qui n'était pas celle de l'encens ni du papier. C'était l'odeur du péché, du secret, enfermé et condensé. Le tiroir était rempli à ras-bord, non pas de dossiers administratifs, mais de boîtes. De petites boîtes en carton, de boîtes métalliques, comme celles qu'on utilise pour les biscuits, mais qui contenaient quelque chose de bien plus amer. Sur le dessus, il y avait un petit carnet à spirale, en cuir rouge. Je l'ai pris. Je l'ai ouvert. C'était un journal, écrit d'une écriture serrée et élégante. Mais ce n'était pas le journal de l'évêque. C'était un journal intime, plein de dates et de descriptions graphiques d'événements qui n'avaient absolument pas leur place dans la vie d'un homme de Dieu. J'ai refermé le carnet, sentant la panique m'envahir. Ce n'était pas une erreur, c'était une preuve. J'ai plongé ma main plus profondément dans le tiroir. J'ai écarté les boîtes. Et tout au fond, sous le carnet rouge, j'ai touché quelque chose de fin, de glacé. C'était une enveloppe. Une grande enveloppe marron, sans aucune inscription. J'ai hésité une dernière fois. Ouvrir cette enveloppe, c'était franchir la ligne. C'était devenir la gardienne d'un secret qui pouvait faire trembler les fondations de cette paroisse. Mais la curiosité, nourrie par le dégoût et l'intuition, était trop forte. J'ai tiré l'enveloppe et j'ai sorti le contenu. Ce n'étaient pas des documents, c'étaient des photos. Des photos en papier glacé, de petite taille, comme des polaroïdes, mais plus nettes. Et ce que j'ai vu, mes chéris, mon cœur s'est arrêté net. J'ai eu l'impression que le sang se retirait de mes extrémités, laissant mes mains froides comme la glace. Sur la première photo, j'ai reconnu sœur Cécile. Elle n'était pas en tenue religieuse. Elle était dans des positions compromettantes. Et elle n'était pas seule. J'ai regardé la photo suivante et la suivante. Il y en avait des dizaines. Et puis, sur une autre photo, j'ai vu sœur Véronique, la pauvre enfant que j'avais vue pleurer dans la cuisine. Elle était là aussi, l'air perdu, le regard vide. La nausée m'a prise d'un coup. J'ai dû poser les photos sur le bureau pour me couvrir la bouche. J'ai couru vers la petite salle de bain attenante et j'ai vomi toute la bile accumulée par la surprise et le choc. Un homme de Dieu, un évêque, avec des photos intimes de ses religieuses. Quand je suis revenue, la bouche pâteuse, j'ai regardé les photos étalées sur le bois précieux du bureau. Ce n'était pas un scandale de manchettes de journaux, car tout était soigneusement caché, enfermé. C'était un secret personnel, pervers, gardé par l'homme le plus respecté de la ville. Mais il y avait plus. J'ai pris une autre poignée de photos. Sur certaines d'entre elles, je pouvais voir, en arrière-plan, le bureau lui-même, la pièce où j'étais. Il y avait même un cliché où l'on apercevait clairement, dans un miroir mal orienté, le reflet d'un homme. Un homme avec une bague épiscopale au doigt. C'était lui, Monseigneur Lefebvre. Je suis resté là, au milieu du silence, avec la preuve d'une hypocrisie monstrueuse entre mes mains calleuses d'auxiliaire de nettoyage. Ce que je devais faire maintenant allait déterminer non seulement ma vie, mais peut-être aussi celle de ces pauvres sœurs. J'étais seule, et la tentation de refermer le tiroir, de remettre la clé et de faire comme si je n'avais rien vu était immense. Mais je savais que je ne pouvais pas. Je ne pouvais pas laisser cette vérité pourrir dans ce bureau sacré. J'ai dû agir vite. L'évêque revenait lundi matin. J'avais un week-end pour décider de tout faire exploser. Mais comment s'attaquer à une institution aussi puissante quand on n'est qu'une femme de ménage fatiguée de Nice? C'est ce que je vais vous raconter dans la suite, mes chéris. Le moment où j'ai décidé de devenir une justicière sans faire de bruit. Note, ceci est la fin de la partie 1, atteignant la limite émotionnelle et le cliffhanger pour la suite. Je me suis penché sur le bureau en chêne, le souffle court. Les photos glissées sur le bois précieux semblaient soudain hurler le secret du presbytère. Le silence de la pièce,
qui était habituellement une source de réconfort, était devenue hostile, complice. J'ai senti mes mains, ces mains d'auxiliaire de nettoyage qui n'avaient jamais tenu que des balais et des éponges, ramasser délicatement les clichés. Cécile, Véronique, la tristesse que j'avais vue dans leurs yeux n'était pas due à la pression administrative. C'était la terreur. J'ai refermé le tiroir à la hâte. J'ai remis la petite clé dorée tordue dans la trousse, exactement à l'endroit où monseigneur Lefebvre l'avait laissée. L'odeur musquée était toujours là, mais je devais l'ignorer. Je devais retrouver mon rôle d'ombre. Mon cœur battait la chamade, tambourinant contre mes côtes. J'étais seule, face à une vérité si lourde qu'elle menaçait de m'écraser. Si j'avais été une héroïne de cinéma, j'aurais su exactement quoi faire. Mais j'étais Mia, une femme de 50 ans, fatiguée de frotter les sols, qui craignait plus son mari au chômage que le diable. Je me suis assise sur la chaise de l'évêque, un geste que je n'aurais jamais osé faire avant. J'ai regardé par la fenêtre. Le jardin était paisible. Rien, dans ce décor de Nice, dans ce lieu de foi, ne suggérait la bassesse que j'avais découverte. Mais chérie, vous savez, quand on est confronté à un secret aussi dangereux, la première réaction est la peur. La peur de la riposte. Lefebvre n'était pas n'importe qui. C'était un homme puissant, respecté. S'il découvrait que j'avais fouillé, il me ferait virer, bien sûr. Mais ce n'était pas le pire. Il pourrait détruire ma réputation, peut-être même s'en prendre à ma famille. J'ai glissé les photos dans la poche intérieure de mon tablier, contre ma poitrine. Elles étaient comme des charbons ardents, brûlant à travers le tissu. Je n'avais pas le droit de les laisser ici. Elles étaient ma seule preuve, l'arme que le monstre avait laissé traîner. Mais alors, la question s'est posée. Que faire? Je pensais à sœur Véronique, à ses larmes silencieuses devant la machine à café. Je ne pouvais pas simplement refermer le tiroir et oublier. Si je le faisais, je devenais complice de son silence, de sa peur. J'ai passé mon chiffon sur le bureau, mon esprit travaillant à toute vitesse. Publier la vérité? Mettre les photos dans le journal? Non. Premièrement, j'avais peur des conséquences. Deuxièmement, ça créerait un scandale national et ces pauvres sœurs seraient exposées, jugées, leur dignité encore plus bafouée. Mon but n'était pas de faire la une, mais d'arrêter Lefebvre silencieusement, définitivement. Je me suis dit, Mia, tu dois être aussi invisible et méthodique que dans ton travail. Tu vas utiliser la propreté pour démasquer la saleté. J'ai terminé mon nettoyage du bureau, méticuleusement, en veillant à ce que rien ne trahisse mon effraction. J'ai verrouillé, j'ai éteint la lumière. C'était vendredi midi. J'avais jusqu'à lundi matin pour tout mettre en place. Le chemin du retour vers la maison, dans le bus qui traversait Nice, était un calvaire. Je sentais les photos contre ma peau, comme une seconde conscience. Quand je suis entrée, l'atmosphère était, comme d'habitude, lourde. « Hein? Enfin, te voilà !» a lancé Romain depuis le canapé, le regard rivé à la télévision. « J'espérais que tu passerais à la boulangerie. Il n'y a plus de pain. » Romain. 50 ans aussi, mais avec une énergie gaspillée dans l'amertume. Il n'avait aucune idée du poids que je portais. J'ai failli lui dire, là, sur le pas de la porte, « Tu sais ce que j'ai trouvé chez l'évêque ? Le mal absolu. » Mais je me suis retenue. Romain n'était pas la personne à qui confier un secret aussi dangereux. Il était irresponsable et franchement, il cherchait toujours le gain facile. Il aurait pu essayer de monnayer les photos, ce qui aurait mis ma vie et celle des sœurs en péril. « Je suis fatiguée, Romain, » ai-je répondu, essayant de contrôler le tremblement dans ma voix. Je n'ai pas eu le temps pour la boulangerie. Il a soupiré, un de ces soupirs exaspérés qu'il réservait à mon incapacité à anticiper ses besoins. « Tu ne penses jamais à rien. Bon, prépare quelque chose, j'ai faim. » J'ai tourné les talons, j'ai pris une douche. L'eau chaude coulait sur ma peau, mais elle ne lavait pas le sentiment de souillure. J'ai sorti les photos, je les ai étalées sur ma commode. Elles étaient là, sous la lumière crue de ma petite chambre. Je les ai examinées à nouveau, les visages des sœurs, leur détresse, et le reflet. Oui, c'était bien la bague épiscopale. Mon plan devait être impeccable. Je devais créer une preuve irréfutable, facile à envoyer, impossible à ignorer,
sans jamais révéler ma source. Mes chéris qui me regardaient, parfois, pour vaincre un ennemi puissant, il faut utiliser sa propre invisibilité comme une armure. C'est ce que j'ai décidé de faire ce soir-là. J'allais devenir le fantôme qui hantait l'église. Avant de continuer, je dois vous demander, avez-vous déjà eu à prendre une décision qui pourrait changer le cours de votre vie, sans personne à qui en parler? Si c'est le cas, laissez un cœur silencieux dans les commentaires. Votre soutien me donne la force de continuer ce récit. Le lendemain, samedi matin, j'ai dit à Romain que j'allais rendre visite à une amie malade. Il n'a pas levé les yeux de son jeu vidéo. C'était parfait. J'avais besoin de dupliquer les preuves de manière professionnelle. Pas avec un simple smartphone, nous sommes en 2025, certes, mais je ne voulais pas laisser de traces numériques liées à mon propre appareil. Je devais agir comme si j'étais une personne anonyme qui avait trouvé ces photos. Je suis allée dans un quartier périphérique de Nice, loin de mon domicile, dans un petit atelier d'impression qui faisait aussi des photocopies. « Bonjour, madame. Que puis-je pour vous ?» a demandé le jeune homme derrière le comptoir. « J'ai de vieilles photos de famille, chérie, » ai-je dit avec mon air le plus innocent, celui d'une grand-mère. « Je voudrais les numériser et en faire quelques tirages, juste pour les petits. » J'ai trié les photos. J'ai mis les clichés des sœurs dans une pile et les autres, plus anodines, dans une seconde pile. Le jeune homme a mis les photos de famille dans le scanner. Quand il a été distrait par un client au téléphone, j'ai glissé rapidement les photos des sœurs. J'ai pris soin de ne numériser que les plus claires, celles qui ne laissaient aucun doute. J'ai fait imprimer 3 jeux de tirage de très bonne qualité. Pendant que l'imprimante crachait les images, j'ai senti la sueur froide perler sur ma nuque. Si ce jeune homme regardait de trop près, s'il voyait le contenu. Mais il était concentré sur son téléphone, blasé. Il ne voyait qu'une vieille dame avec ses souvenirs. « Ça fera 25 €, madame. » J'ai payé en espèces. Je n'ai laissé aucune trace de carte bancaire. J'ai emballé les 3 jeux de photos dans des enveloppes rigides, sous les yeux indifférents de l'employé. Je suis sortie de l'imprimerie avec la preuve entre les mains, le cœur battant à la fois de terreur et d'une nouvelle détermination. J'avais maintenant 3 munitions. La question était, qui cibler? Monseigneur Lefebvre est un évêque. Au-dessus de lui, il y a l'archevêque, puis le nonce apostolique, et enfin, le Vatican. Si j'envoyais la preuve localement, l'archevêque pourrait étouffer l'affaire pour protéger l'image de l'Église. Mais Lefebvre revenait lundi. Je n'avais pas le temps pour les lenteurs du Vatican. Il me fallait un coup de semonce immédiat. J'ai pris ma première décision tactique. Je ne vais pas envoyer les preuves immédiatement aux autorités. Je vais d'abord les utiliser pour obtenir quelque chose de Lefebvre. Une confession, une démission, une protection pour les sœurs. J'ai passé le reste du samedi et le dimanche à réfléchir. Je savais que le bureau de Lefebvre était mon point faible, mais aussi mon plus grand avantage. J'y avais accès. Le plan qui a émergé de cette nuit blanche était risqué, mais il était le seul qui pouvait garantir le silence des médias tout en assurant l'élimination de l'évêque. J'ai préparé ma confrontation. J'ai pris un des jeux de photos, ainsi que le carnet rouge que j'avais feuilleté brièvement. J'ai glissé le tout dans une enveloppe. Dimanche soir, j'ai dit à Romain que je devais me lever très tôt pour le grand nettoyage du lundi. « Vas-y !»« Mais ne fais pas trop de bruit », a-t-il grommelé. Je me suis couché, mais je n'ai pas dormi. Lundi matin, 4h30. Nice était encore endormie. Les rues sentaient l'air frais de la mer et le café des premiers livreurs. Je suis arrivé à la paroisse de Saint-Michel. J'ai fait ma routine habituelle dans les parties communes, mon seau et mes chiffons. Mais aujourd'hui, je ne nettoyais pas seulement la saleté physique. Je préparais le terrain pour une purge morale. Vers 6h30, j'ai monté les escaliers menant au presbytère. Le bureau de l'évêque était ma destination. Je savais qu'il arrivait toujours vers 7h, après sa messe privée. J'avais donc 30 minutes. 30 minutes pour faire ce que j'avais à faire. J'ai ouvert la porte du bureau. J'ai posé mon matériel à l'entrée. La pièce était exactement comme je l'avais laissée. Le grand bureau en chêne. Le silence. J'ai marché jusqu'à la chaise de l'évêque. C'était là que je devais laisser mon message. J'ai sorti l'enveloppe contenant le carnet et un jeu de photos. Au lieu de la poser simplement, j'ai pris une décision impulsive, guidée par une rage froide.
J'ai pris l'encrier en cristal, lourd et ancien, qui trônait sur le bureau. J'ai glissé l'enveloppe sous l'encrier. Le message était clair. Ceci est lourd et vous ne pouvez pas l'ignorer. Puis j'ai pris le carnet rouge. J'ai arraché la première page, celle où se trouvait l'écriture serrée et élégante. J'ai écrit avec un stylo que j'avais dans ma poche, quelques mots simples, nets, sans menace explicite. Je sais, protégez les sœurs, démissionnez, vous avez 48 heures. J'ai glissé ce papier sous l'encrier aussi. J'ai fait le tour de la pièce une dernière fois. J'ai senti un courant d'air froid me parcourir. J'avais posé une bombe. J'ai quitté le bureau, refermant la porte doucement derrière moi. Je suis redescendu et j'ai recommencé à nettoyer les couloirs du rez-de-chaussée, mon cœur dans ma gorge. À 7h05, j'ai entendu la porte principale claquer. Monseigneur Lefebvre était là. Je l'ai entendu monter lentement les marches, sa démarche solennelle. J'étais à ce moment-là en train de passer la serpillière dans le couloir principal, juste sous les escaliers. J'ai baissé les yeux, concentré sur mon travail, pour ressembler à l'ombre que j'étais. Il est monté. Quelques secondes de silence, puis un bruit sourd, un bruit d'objets lourds tombant sur le parquet. L'encrier, puis un silence encore plus dense, un silence de mort, brisé par une sorte de halètement, un bruit d'homme qui suffoque. J'ai continué à passer ma serpillière, mes mains tremblantes, mais mon visage impassible. Je devais être là, mais invisible. L'attente a duré ce qui m'a semblé être une éternité. Puis, j'ai entendu des pas rapides, désordonnés. Des pas qui n'étaient plus ceux de l'évêque austère. C'étaient les pas d'un homme pris de panique. Il est redescendu. Il ne m'a pas vu. Il est entré dans la sacristie, puis j'ai entendu le téléphone. La voix de Monseigneur Lefebvre était méconnaissable. Elle était rauque, basse, pleine de fureur et de peur. « Oui, c'est moi. J'ai besoin de vous voir. Immédiatement. Seul. C'est une situation urgente. Un désastre. Je n'ai pas bougé. J'ai continué à frotter le sol, à l'écouter conspirer sa propre chute. J'avais un avantage crucial. Il ne savait pas qui savait. Monseigneur Lefebvre est ressorti. Il a pris sa voiture et est parti en trombe. Il n'avait même pas pris le temps d'enlever son anneau épiscopal qui brillait au soleil matinal. J'ai attendu. J'ai vérifié les autres étages. Les sœurs Cécile et Véronique n'étaient pas encore arrivées. J'étais seul dans l'église. Et maintenant, je savais que l'évêque allait convoquer son propre réseau pour gérer la crise. Il allait essayer d'étouffer l'affaire. Mon plan ne faisait que commencer. J'avais encore 2 jeux de photos de secours. Le premier coup était tiré. Le silence radio de la presse était assuré. Mais maintenant, il fallait s'assurer que les sœurs soient en sécurité avant que Lefebvre ne cherche sa taupe et ne se venge. J'ai remis mes affaires dans mon chariot. J'ai pris la direction des bureaux administratifs, là où travaillaient Cécile et Véronique. Je devais les avertir, trouver un moyen de leur parler sans éveiller les soupçons de l'administration du presbytère qui allait bientôt arriver. J'étais la femme la plus inoffensive de Nice, et j'étais en guerre contre l'Église. Mais comment approcher ces jeunes femmes terrorisées sans les mettre en danger? Comment leur dire « Je sais qui vous a fait ça et je tiens sa vie entre mes mains ». C'est ce que j'ai dû découvrir très vite, mes chéris, car le temps pressait et le prédateur allait bientôt se retourner contre les plus faibles. C'est là que j'ai rencontré Romain, mon mari, sans le savoir, au milieu de ce chaos. Un événement inattendu, une complication que je n'avais absolument pas vue venir. Mes chéris, si l'on m'avait dit un jour que le plus grand danger de ma mission ne viendrait pas du Monseigneur Lefebvre, mais de mon propre mari, je crois que j'aurais ri. Mais le destin, vous le savez, aime les blagues cruelles. J'étais encore sous l'effet de l'adrénaline après avoir laissé mon ultimatum sur le bureau du prédateur. J'avançais dans le couloir qui menait aux petites salles administratives, mon chariot à la main. Le marbre était froid sous mes semelles et le soleil filtrait timidement à travers les vitraux. Je cherchais un moyen discret d'approcher sœur Véronique ou sœur Cécile. Je devais les prévenir que le sol était sur le point de trembler. C'est alors que j'ai entendu une voix. Elle n'était pas forte, mais elle résonnait dans le silence feutré du presbytère. « Écoutez, je vous dis que j'ai besoin de parler à l'abbé Bertrand. Il m'a promis une petite tâche pour la semaine. J'ai besoin de cet argent, n'est-ce pas ?» Mon cœur a fait un bond.
Je me suis figée, le chiffon à la main. Cette voix, ce ton plaintif et exaspéré. C'était Romain. Romain était là, dans la paroisse, à 7h30 du matin un lundi. L'homme qui, la veille, avait grommelé qu'il ne fallait pas faire de bruit en partant, était maintenant en train de quémander du travail facile à la secrétaire du presbytère, Madame Dubois, je suppose. J'ai senti une vague de panique monter. Si Romain me voyait maintenant, si je devais lui expliquer ma présence dans cette zone réservée, il deviendrait curieux. Et si Romain devenait curieux, tout mon plan secret, toute ma carapace d'invisibilité s'effondrerait. Je me suis immédiatement reculée, poussant mon chariot de nettoyage dans le renfoncement d'une petite alcôve près de la réserve de cierges. J'ai mis ma tête à l'abri, écoutant. « Monsieur, l'abbé Bertrand est en retraite jusqu'à mercredi. Et ce n'est pas le moment de venir réclamer des faveurs, a répondu Madame Dubois, sa voix sèche et professionnelle. Mais j'avais un besoin urgent de cette avance, a insisté Romain. C'est toujours la même chose ici. On promet, et puis... Il a soupiré bruyamment. Je me suis penchée très légèrement. Romain était là, en jean et t-shirt délavé, les mains dans les poches, l'air d'un homme qui cherchait à gagner l'équivalent d'un paquet de cigarettes sans trop se fatiguer. Il n'avait pas changé. Il n'avait aucune idée de la guerre sainte que sa femme, l'invisible femme de ménage, était en train de mener. Pourquoi était-il là ? Probablement parce qu'il avait gaspillé le peu d'argent que j'avais laissé pour les courses et qu'il cherchait une solution de dernière minute pour son jeu vidéo ou son tabac. L'urgence de Romain était toujours d'ordre superficiel, mais sa présence était une menace monumentale. « Mais chérie, je me suis dit, si Monseigneur Lefebvre revient et qu'il voit Romain rôder, il pourrait croire que mon mari est mon complice. Il pourrait s'en prendre à lui, ou pire, il pourrait s'en prendre à mes enfants pour faire pression sur moi. » Je devais l'éloigner, maintenant. J'ai pris une grande inspiration, j'ai remis mon masque de femme de ménage fatiguée et je suis sortie de ma cachette, poussant mon chariot avec un bruit de roulette exagéré. « Excusez-moi, Madame Dubois, j'ai besoin de passer. Ce couloir n'est pas encore fait. » J'ai parlé d'une voix monocorde, celle que j'utilisais pour me fondre dans le décor. Romain s'est retourné. Ses yeux se sont écarquillés de surprise, mais pas de la surprise que vous imaginez. C'était la surprise d'un enfant pris la main dans le pot de confiture. « Mia, qu'est-ce que tu fais ici ?» Il savait très bien ce que je faisais là, mais il cherchait à détourner l'attention de sa propre présence inopportune. « Je travaille, Romain, comme tous les lundis, » ai-je répondu, en balayant le sol avec mon balai-brosse, m'assurant de le faire juste à côté de ses pieds, l'obligeant à reculer. Madame Dubois, satisfaite de voir la situation se régler par l'arrivée d'une employée, a levé un sourcil. « Ah, vous êtes Madame Dubois, n'est-ce pas ?» a demandé Romain, essayant de se montrer aimable. « C'est ma femme, elle est très professionnelle, vous savez. » J'ai senti la honte m'envahir, non pas à cause de mon travail, mais à cause de la façon dont il me présentait, comme une simple boniche, une carte de visite pratique pour obtenir sa petite faveur. « Je suis désolée qu'il vous dérange, madame. Il n'a rien à faire ici. Ce sont les bureaux, » ai-je dit, sans le regarder, mais en m'adressant clairement à lui. J'ai continué à frotter, m'approchant de lui, mon balai agissant comme une barrière. « Allez, Mia, ne fais pas ta grincheuse, j'attendais juste. »« Tu n'attendais rien. L'abbé n'est pas là. Tu m'attends dehors, » ai-je coupé net. J'ai encore 2 heures de travail. Romain a hésité. Il a vu le regard froid de Madame Dubois. Il a compris qu'il ne tirerait rien de cette situation. Il était en train d'ennuyer 2 femmes à la fois. « D'accord, d'accord. Je t'attends au café d'en bas, » a-t-il dit en marmonnant. Il s'est éloigné, ses pas bruyants trahissant son humeur maussade. Il était frustré d'avoir perdu son temps, mais il était parti. Le danger immédiat était écarté. Mais un nouveau problème venait de surgir. Il savait que j'étais là et il allait m'attendre. Je devais donc agir vite, très vite, avant qu'il ne s'impatiente et ne revienne rôder. J'ai repris mon souffle. J'ai souri poliment à Madame Dubois, qui était retournée à son clavier. « Ces hommes », ai-je dit avec un soupir, essayant de créer une petite complicité féminine. J'ai avancé dans le couloir, mon esprit en ébullition. J'avais perdu de précieuses minutes. L'évêque était en fuite, mais il préparait sa riposte. Je suis arrivé devant le bureau des secrétaires. C'était l'aile où travaillaient les 2 sœurs. Sœur Cécile était là, assise à son bureau, les lunettes sur le nez,
l'air concentré sur un registre comptable. Sœur Véronique était à côté d'elle, triant du courrier. Elles étaient jeunes, fragiles et inconscientes du fait que l'évêque venait de lire une note qui pouvait les sauver ou les condamner. Comment leur parler? Je ne pouvais pas simplement m'approcher et dire « J'ai les photos de votre humiliation, le Monseigneur est au courant ». Je devais trouver une méthode qui ne laisserait aucune trace sonore ou écrite. Seule ma présence physique devait être le message. J'ai poussé mon chariot jusqu'à leur bureau. « Bonjour, sœur », ai-je dit doucement. Je passe la poussière. Sœur Cécile a levé les yeux, un sourire timide. « Bonjour, Mia. Comment allez-vous ce matin ?»« Ça va, merci », ai-je répondu. Je me suis mise à nettoyer le haut des classeurs. Je devais les isoler, ne parler qu'à l'une. J'ai décidé de cibler Véronique. Elle avait été la plus émue, la plus silencieuse la dernière fois. J'ai fait le tour de son bureau. Je nettoyais lentement, observant ses mains. Elle tremblait légèrement en triant les lettres. La peur était toujours là, enfouie. « Sœur Véronique », ai-je murmuré, tout en essuyant l'étagère juste au-dessus de sa tête. « Il faudrait que je change le produit pour le bureau. Est-ce que vous pourriez venir m'aider un instant à la réserve, s'il vous plaît? Juste pour vérifier si on a le bon. » Cécile, concentrée sur ses chiffres, n'a pas levé la tête. Véronique a semblé surprise. La femme de ménage ne demandait jamais d'aide. « Oui, bien sûr, Mia », a-t-elle répondu, sa voix à peine audible. Elle s'est levée et m'a suivie. Le cœur battait contre mes côtes. C'était mon unique chance. La réserve se trouvait au fond du couloir, petite, sombre, remplie de balais et de bidons de javel. L'odeur de détergent était forte. Une fois la porte refermée, nous étions à l'abri des regards et des oreilles. Véronique m'a regardé, l'air interrogateur. « Quel produit, Mia ?» J'ai posé mon chiffon. J'ai regardé cette jeune femme, à peine 25 ans, qui avait vu son monde s'effondrer à cause de la perversité d'un homme d'église. Ma voix a baissé à un chuchotement à peine audible. « Pas de produit, ma chérie. Écoutez-moi bien, j'ai très peu de temps. » J'ai mis ma main dans la poche de mon tablier. J'ai sorti le deuxième jeu de photos que j'avais fait imprimer. Elles étaient dans une petite enveloppe blanche. J'ai glissé l'enveloppe dans la main tremblante de Véronique. « Qu'est-ce que... » Elle a ouvert l'enveloppe. Ses yeux se sont posés sur l'une des images. Le choc l'a figée. Elle n'a pas eu besoin de regarder les autres. « D'où tenez-vous ça ?» Ses lèvres tremblaient. Elle a pâli. « Chut, ai-je murmuré. L'évêque sait que ces preuves existent. Je les ai mises sur son bureau ce matin. Il est parti. Il est terrifié. » Elle a serré l'enveloppe contre sa poitrine, exactement comme je l'avais fait moi-même vendredi. « Il va nous tuer, Mia. Il va nous accuser. »« Non, il ne le fera pas, » ai-je dit avec une assurance que je ne ressentais qu'à moitié. Il a peur du scandale. Mon but est de l'arrêter sans faire la une des journaux. « Mais pourquoi vous faites ça ?»« Parce que personne ne devrait avoir à vivre ça, » ai-je répondu simplement. « Écoutez-moi, vous devez prendre ces photos. Vous devez les montrer à sœur Cécile. Et ensuite, vous devez disparaître. » Disparaître ? Temporairement. Le temps que Lefebvre se retrouve acculé. Il va essayer de vous trouver. Il va vous harceler. Il va vous menacer. Ne parlez à personne d'autre. Ne faites confiance à personne d'autre que vous deux. Je devais être rapide et clair. Je vous donne 24 heures pour quitter la paroisse. Dites que vous allez voir une tante malade, n'importe quoi. Vous ne devez pas être là quand il reviendra. J'ai senti l'urgence monter. Si Romain s'impatientait, ou si Madame Dubois venait nous chercher, « Qu'est-ce que vous allez faire ?» a demandé Véronique, les larmes aux yeux. « Je vais m'occuper du reste, » ai-je dit. « Mais vous êtes ma priorité. Vous êtes la preuve vivante qu'il doit tomber. Si vous vous mettez en sécurité, ma manœuvre fonctionne. Si vous restez, vous êtes vulnérable. » Elle a hoché la tête, son visage marqué par une nouvelle compréhension. C'était la première fois qu'elle voyait une lueur d'espoir. « Vous ne devez en parler à personne. Vous ne me connaissez pas. Vous n'avez rien vu. Si quelqu'un vous pose des questions, vous ne savez rien de Lefebvre. Vous avez juste décidé de partir un peu. J'ai ouvert la porte de la réserve. Maintenant, allez-y. Et soyez forte. » Véronique est sortie en premier. Elle est retournée à son bureau, l'enveloppe dissimulée dans sa manche.
Elle a jeté un regard à Cécile, puis un regard furtif vers moi. Un regard de reconnaissance et de terreur mêlée. J'ai poussé mon chariot vers la sortie. Mon plan venait de prendre une tournure incroyablement risquée. Je venais d'impliquer les victimes, et si elles paniquaient, tout était perdu. Je devais maintenant m'occuper de Romain, et j'avais encore un troisième jeu de photos. Ces photos, mes chéris, allaient servir à la dernière phase de mon plan, celle qui devait s'assurer que Lefebvre ne s'en tirerait pas, même s'il réussissait à étouffer l'affaire localement. Je suis descendu au café où Romain m'attendait. Il était assis à une table, buvant un café, l'air sombre. « Enfin, tu as mis le temps, a-t-il dit en me voyant. Qu'est-ce que tu faisais ? » « Mon travail, Romain. J'ai dû nettoyer le bureau de Monseigneur. Il y avait un désordre pas possible, ai-je menti, en utilisant la vérité pour couvrir le mensonge. « Et alors ? Tu as de l'argent ? » ?»« Non, j'ai juste ma paye de fin de mois. Mais tu sais quoi ? J'ai entendu dire que l'abbé Bertrand cherchait quelqu'un pour faire un travail de peinture sur un mur extérieur, un gros boulot. Mais il faut être là maintenant. J'avais besoin qu'il soit occupé, loin de moi, loin de la paroisse, pendant au moins 48 heures. Romain a redressé la tête. Le gros boulot avait fait mouche. « De la peinture ? Où ça ? » ?»« Sur l'arrière de l'école paroissiale. Mais tu dois y aller tout de suite. Sans moi. » Il n'a pas hésité. L'appât du gain facile était plus fort que la curiosité. « D'accord, je te vois ce soir. » Il est parti. Je suis resté seul, buvant mon café, regardant la vie de Nice s'animer autour de moi. J'avais mis les sœurs en mouvement. J'avais éloigné Romain. Maintenant, il était temps d'exécuter la phase 2. L'évêque Lefebvre avait eu le temps d'appeler son allié. Il était temps de lui montrer que son temps était compté. J'ai sorti mon vieux téléphone portable, celui que j'utilisais très rarement. Je ne voulais pas que l'on puisse me traquer. J'ai tapé un numéro que j'avais trouvé dans le carnet rouge, un numéro étrange, lié à une adresse à Rome. J'allais frapper là où ça faisait le plus mal. Pas la presse, mais la hiérarchie silencieuse et puissante qui avait permis à Lefebvre de prospérer. Je me suis dit, une bombe silencieuse, Mia. Une bombe silencieuse. J'ai composé le numéro. Un homme a décroché, parlant un français avec un accent italien. Préfecture des affaires économiques du Vatican. Qui est à l'appareil ? J'ai respiré profondément. J'ai ajusté ma voix pour qu'elle soit neutre, désincarnée. J'ai un paquet urgent pour le préfet, ai-je dit. Il concerne l'évêque Lefebvre, de Nice. Quel genre de paquet ? Un paquet qui contient des preuves de ses activités. Et si vous ne les recevez pas d'ici 48 heures, elles iront directement à l'AFP. L'homme de l'autre côté a marqué une pause glaciale. Qui êtes-vous ? Je ne suis personne, ai-je répondu. Juste une personne qui a trouvé la saleté dans le tiroir verrouillé. Dites au préfet que le dossier est prêt. J'ai raccroché. J'avais 3 enveloppes. La première avait servi à la confrontation. La deuxième était entre les mains de Véronique. La troisième, contenant les dernières photos de qualité professionnelle et une copie du carnet rouge, était sur le point d'être postée en courrier recommandé express à l'adresse de la préfecture des affaires économiques du Vatican. L'Église aime l'argent et elle aime le pouvoir. Un scandale sexuel, c'est une chose. Un scandale qui menace les finances et la réputation des élites romaines, c'en est une autre. Ils agiraient vite pour couper le mal à la racine. J'ai marché jusqu'au bureau de poste le plus proche. J'ai posté l'enveloppe, payé en espèces, sans carte bancaire, sans laisser d'identité. En sortant, j'ai pensé, Monseigneur Lefebvre doit être en train de paniquer, de convoquer des avocats, de se demander qui est cette taupe invisible. Il pense peut-être que c'est un complot d'un autre prêtre. Il n'imagine pas que c'est la femme qui nettoie ses toilettes. Mais j'avais un temps de retard. Le temps que mon paquet arrive à Rome, Lefebvre aurait eu 48 heures pour agir. Il allait d'abord chercher à minimiser l'impact de la note qu'il avait trouvée. Et pour minimiser l'impact, il allait vouloir s'assurer du silence des victimes. Mais chérie, si vous avez déjà été confronté à un prédateur, vous savez qu'il ne lâche jamais sa proie facilement. Le risque maintenant était que Lefebvre retourne à la paroisse et cherche les sœurs. J'avais peur que 24 heures ne soient pas suffisantes pour qu'elles s'enfuient. J'ai dû prendre ma décision la plus difficile. Je devais retourner à la paroisse. Je devais m'assurer que Véronique et Cécile étaient parties. Et je devais laisser un dernier message,
un dernier avertissement, pour m'assurer que Lefebvre comprenne que je n'étais pas seule, même si je l'étais. C'est là, dans l'après-midi de ce lundi, que j'ai mis au point le plan du cœur brisé. Un plan silencieux, brutal, qui allait utiliser la seule chose que Lefebvre craignait plus que le Vatican, la perte de son statut. Mais avant de vous raconter comment j'ai mis la dernière pièce de l'échiquier en place, je dois vous demander. Croyez-vous qu'une femme seule, sans pouvoir ni argent, puisse vraiment vaincre un homme aussi puissant que Monseigneur Lefebvre? Laissez vos commentaires, mes chéris, et dites-moi si vous pensez que j'ai bien fait de frapper au Vatican. Votre opinion est importante pour la suite de cette histoire. La suite arrive bientôt, car la tempête était sur le point de frapper Nice. Je suis sortie de la poste, la tête légère, mais l'âme lourde. Le temps que j'avais acheté avec mon colis express était maigre. 48 heures, c'était le délai maximal pour que Rome réagisse. Mais 48 heures, c'était aussi le délai qu'avait Monseigneur Lefebvre pour couvrir ses traces et s'assurer que les témoins disparaissent. Il fallait que j'aille vérifier. Mon cœur de mère ne me laissait aucun répit. Si Véronique et Cécile étaient encore là, la tempête qui s'annonçait allait les engloutir. J'ai remonté la rue, le pas rapide, le chariot de ménage poussé devant moi comme un bouclier. Il était environ 15 heures, l'heure où l'activité de la paroisse ralentissait. J'ai utilisé l'entrée de service, celle que seuls les employés et moi connaissions. J'ai salué d'un geste de la tête Madame Dubois, qui, heureusement, était plongée dans son écran. Je me suis dirigée vers le bureau des secrétaires. Chaque pas résonnait sur le carrelage. Quand je suis arrivée, j'ai senti mes jambes fléchir, mais cette fois, par soulagement. Le bureau était silencieux. Sur le bureau de sœur Cécile, le grand livre de comptes était fermé, les stylos rangés. La petite photo encadrée de sa mère, qui était toujours légèrement de travers, avait disparu. Sur le bureau de sœur Véronique, c'était la même chose. Le désordre habituel avait laissé place à un ordre méticuleux, un vide effrayant. La tasse de thé était retournée, séchée. Elles étaient parties. Elles avaient compris. Elles avaient fait confiance à cette inconnue, la femme de ménage qu'elles croisaient à peine. Et elles avaient eu le courage de fuir leur geôlier. Une vague de chaleur m'a traversée, mes chéris. Le sentiment que, même seule, j'avais réussi à sauver ces deux jeunes âmes. Le danger pour elles était écarté, du moins temporairement. Elles étaient loin, avec les preuves. Mon plan fonctionnait. Maintenant, il fallait passer à la phase du cœur brisé. J'ai poussé mon chariot dans le couloir qui menait à l'aile privée de Monseigneur Lefebvre. J'avais déjà nettoyé son bureau ce matin-là, après avoir déposé l'enveloppe. J'avais les clés de service. J'ai glissé la clé dans la serrure et j'ai tourné, laissant la porte se refermer doucement derrière moi. J'étais dans la tanière du lion. Le bureau était luxueux, avec de lourds rideaux en velours bordeaux et une odeur de cuir et d'encens froid. C'était l'antichambre de sa puissance. Le plan du cœur brisé n'était pas un acte de vengeance, mais une signature. Il ne fallait pas qu'il pense que c'était la femme de ménage qui l'avait dénoncé. Il devait croire que la trahison venait de l'intérieur, d'un prêtre rival, d'un membre de sa propre clique qui avait eu vent de ses activités et qui cherchait à le déstabiliser. Et quelle meilleure façon de parler aux élites de l'Église qu'en touchant à leur symbole, le plus cher? Je me suis avancée vers son bureau. Mon regard s'est posé sur le petit espace de prière privé qu'il utilisait. Là, sur une étagère en chêne, se trouvait un crucifix très ancien, en ébène, incrusté d'argent. Il avait un détail particulier, un petit cœur en argent, finement ciselé, placé à la base de la croix, symbolisant la piété et la dévotion sans faille. Il le touchait toujours avant de donner une messe importante, comme s'il cherchait une bénédiction ou une absolution. J'ai pris le crucifix. Il était froid et lourd dans ma main. J'ai cherché dans mon chariot. J'ai sorti un petit couteau que j'utilisais parfois pour gratter les taches tenaces sur le marbre. Mon cœur battait la chamade, mes chéris. C'était l'acte le plus audacieux et le plus risqué que j'ai jamais commis. Je me suis penché sur la base du crucifix. Avec une précision chirurgicale, mais une force froide, j'ai arraché le petit cœur en argent de son socle en bois. Le bois a craqué légèrement. Puis, d'un coup sec, j'ai brisé ce cœur en 2 morceaux nets et inégaux. J'ai reposé le crucifix sur l'étagère. Le petit trou béant à sa base, là où le cœur se trouvait, était désormais visible. Le message était simple. La dévotion de Lefebvre était brisée, son cœur spirituel était souillé,
et quelqu'un qui connaissait intimement ses symboles personnels l'avait fait. J'ai pris les 2 morceaux du cœur brisé. Je les ai déposés juste sur le coin de son bureau, à côté du bloc-notes qu'il utilisait pour ses sermons. Le temps de Lefebvre était terminé. Je me suis redressée, essuyant mes mains moites sur mon tablier. Il fallait partir. Et c'est à ce moment précis, mes chéris, que l'horreur a frappé. Alors que je faisais un pas vers la porte, j'ai entendu le claquement lourd de la grande porte d'entrée de la paroisse, celle qui était réservée à l'évêque et à ses visiteurs de marque. C'était trop tôt. Il n'était pas censé revenir avant la fin de l'après-midi, après avoir consulté ses avocats. J'ai entendu des voix. Pas seulement lui. Quelqu'un d'autre était avec lui, un homme à la voix grave et autoritaire. Je me suis figée, le sang glacé. Si Lefebvre me trouvait dans son bureau privé, avec les morceaux du cœur brisés sur sa table, mon rôle ne serait plus celui de la femme de ménage. Ce serait celui de la saboteuse. J'ai éteint la lumière du bureau et je me suis glissée derrière les lourds rideaux de velours. J'ai retenu ma respiration. Les pas se sont rapprochés, lourds, pressés. Ils se sont arrêtés juste devant la porte du bureau. « Vous ne comprenez pas l'urgence, monseigneur. C'est un coup monté. J'ai dit à la personne au téléphone que... » C'était la voix de Lefebvre, mais déformée par une panique à peine contenue. Il était revenu avec son allié, celui qu'il avait appelé juste après avoir trouvé ma note. « Ne vous inquiétez pas, abbé Bernard, » a répondu l'autre voix, plus posée, plus dangereuse. « Nous allons étouffer cela. Rome a déjà mis en place un protocole. Personne ne doit en entendre parler. D'abord, nous localisons la source des photographies. Lefebvre a ouvert la porte. J'ai senti le courant d'air froid me balayer. J'étais à quelques centimètres seulement. J'ai peur pour les sœurs, Bernard. Si elles ont parlé, elles ne parleront pas. Elles sont sous le coup de la honte et de la peur. L'important est de s'assurer qu'elles sont toujours ici. Une fois qu'elles auront été ramenées à la raison, le dossier sera fermé. » Lefebvre s'est assis lourdement à son bureau. J'ai entendu le froissement de son tissu. Il a dû poser les yeux sur les 2 petits morceaux d'argent. Un silence glacial a rempli la pièce. Puis, un cri. Pas de panique, mais de rage pure et incontrôlée. « Mais qu'est-ce que... » ?»« Quoi donc, monseigneur ? Mon crucifix, regardez, le cœur. Il est brisé ! Et ces morceaux ?» J'ai entendu sa main frapper le bureau. Le bruit des petits morceaux d'argent s'entrechoquant. « C'est un signe, Bernard, c'est un signe. Quelqu'un est entré. Quelqu'un de l'intérieur m'a trahi. C'est le coup d'un jaloux. » L'abbé Bernard a murmuré quelque chose d'inaudible. Lefebvre, lui, était en pleine crise de paranoïa. Mon message avait fait mouche. Il ne pensait pas à la femme de ménage. Il pensait à un complot de l'Église. Il faut trouver qui a fait ça et vérifier si les sœurs sont dans leur quartier. Je veux les voir immédiatement, Bernard. Immédiatement. Si elles ne sont pas là, nous avons un problème bien plus grave que ces photos. J'ai entendu les bruits de chaises. L'abbé Bernard est sorti en hâte. Lefebvre est resté dans le bureau, grognant, marchant de long en large. C'était mon moment. J'ai attendu que le bruit des pas de Bernard s'éloigne dans le couloir principal. J'ai glissé hors des rideaux, mon chariot à portée de main. Lefebvre était dos à moi, penché sur son bureau, les mains sur la tête. J'ai poussé mon chariot vers la porte de service, celle qui donnait sur le parking. Je devais être silencieuse comme une ombre. Juste au moment où ma main a touché la poignée, Lefebvre a relevé la tête. Il m'a aperçu, une silhouette dans l'embrasure de la porte, mon visage masqué par la faible lumière de l'après-midi. Il n'a pas eu le temps de comprendre qui j'étais. Il a juste vu une présence, une intrusion. « Qui est là ? Arrêtez !» J'ai ouvert la porte de service et j'ai couru. Mon chariot, je l'ai abandonné là, à l'entrée. C'était le seul indice que j'avais laissé derrière moi. J'ai dévalé les escaliers de service 4 à 4. J'ai entendu sa voix rugir, l'appelant à l'aide. « Bernard, elle s'enfuit. Elle est là. » Je suis sorti sur le parking. L'air frais de Nice m'a fouetté le visage. J'ai couru jusqu'à ce que je sois sûr d'être hors de vue de l'enceinte de la paroisse. J'avais réussi. Les sœurs étaient libres. Le Vatican était alerté. Et Monseigneur Lefebvre, lui, venait de découvrir qu'il avait été trahi dans son propre sanctuaire. Il était désormais seul et désespéré. Mais en m'enfuyant, j'avais commis une erreur fatale.
J'avais permis à Lefebvre de mettre un visage sur la personne qui était entrée dans son bureau. Il ne savait pas que j'étais la femme de ménage, mais il savait maintenant qu'une femme avait été là, qu'une femme s'était enfuie. Mes chéris, la tempête que j'avais annoncée venait de commencer, et j'en étais le seul éclair. Lefebvre allait bientôt découvrir l'absence des sœurs. Il allait paniquer. Et la première personne qu'il allait chercher, c'était la femme qui avait abandonné son chariot de nettoyage à la porte de son bureau. J'étais devenue sa cible principale, et je n'avais nulle part où me cacher. Je devais trouver Romain. Je devais le retrouver avant que Lefebvre ne le fasse. Car si Lefebvre le trouvait en premier, Romain me trahirait sans hésiter. Et je ne pouvais pas me permettre de me retrouver seule contre l'église de Nice. Je me suis dit, maintenant, Mia, il ne s'agit plus de justice, mais de survie. J'ai regardé ma montre. J'avais peut-être 2 heures avant que Lefebvre ne se rende compte de la totalité de la catastrophe. Mais avant de vous raconter ma course folle pour retrouver Romain, qui peignait ses murs sans se douter du danger, laissez-moi vous demander, mes amours, vous, à ma place, auriez-vous laissé le crucifix brisé sur le bureau, sachant que cela mettrait votre vie en danger? Dites-moi dans les commentaires. J'ai besoin de savoir ce que vous auriez fait, car la suite de cette histoire est la plus terrifiante de toutes. J'ai couru à perdre haleine, mes chéris. Le tablier de nettoyage me tirait. Mes poumons me brûlaient. J'étais Mia, la femme de ménage invisible qui, en l'espace de 2 heures, était passée du statut d'ombre à celui de menace principale pour un évêque. La peur n'est pas seulement une émotion, c'est une saveur. Un goût métallique et acide dans la bouche, un froid qui ne vient pas de la température, mais de l'intérieur des os. Je n'avais pas le temps de m'apitoyer. L'église avait une longue portée à Nice, et Lefebvre avait des hommes de main qui n'étaient pas forcément des ecclésiastiques, mais des gens qui lui devaient des faveurs ou de l'argent. J'avais besoin de Romain. Il était peut-être mon plus grand fardeau, mais il était aussi le seul point d'ancrage que j'avais dans cette ville, le seul complice involontaire que je pouvais encore manipuler. J'ai jeté un coup d'œil à l'arrière. La rue était calme, mais ce calme était trompeur, comme le silence avant un orage. J'ai attrapé le premier bus qui allait vers le port. J'ai payé le ticket machinalement, essayant de me fondre dans la masse des touristes et des gens pressés. J'ai baissé la tête, priant pour que le souvenir de mon visage ne soit pas déjà sur toutes les lèvres. Assise sur le siège dur du bus, j'ai mis mes mains sur mon visage. Mon Dieu, qu'avais-je fait? J'avais sauvé les sœurs, oui, mais à quel prix? J'avais agi sans réfléchir aux conséquences pour ma propre vie. Je me suis souvenu de ce que je vous ai dit au début. Je n'étais plus en quête de justice, mais de survie. Mes amours, je veux vous poser une question. Avez-vous déjà eu l'impression d'être à la fois la personne la plus forte et la plus faible du monde? C'est ce que je ressentais. Forte d'avoir osé défier ce monstre, et faible parce que je savais que j'allais payer le prix fort. Laissez un cœur dans les commentaires si vous savez ce que c'est de se battre seul contre un système. Romain travaillait sur un chantier près du Vieux-Nice. Il restaurait des façades, un travail qu'il aimait et qui, ironiquement, lui permettait de rester loin de la maison et de mes sermons silencieux. Je suis descendue du bus 2 arrêts trop tôt. Je devais être prudente, vérifier que personne ne me suivait. J'ai longé les murs ocre, sentant l'odeur âcre de la peinture fraîche et de la poussière de pierre. Quand je l'ai vu, il était perché sur un échafaudage, son dos musclé exposé au soleil de l'après-midi. Il riait avec un collègue. Il était si insouciant. C'était l'image de l'homme que j'avais aimé un jour, mais la réalité était que cet homme n'existait plus, remplacé par un Romain égocentrique. « Romain !» j'ai crié, ma voix tremblante. Il a jeté un regard par-dessus son épaule. Son sourire s'est figé. Il a vu mon visage, le désespoir sur mes traits, et il a su immédiatement que quelque chose de grave se passait. Il a fait signe à son collègue de s'éloigner, a descendu l'échelle à toute vitesse, enlevant son casque et ses gants. « Mia, qu'est-ce que tu fais ici? Tu devrais être... »« Chut! Ne dis rien, nous devons partir. Maintenant. » Je l'ai attrapé par le bras. Il a senti la tension dans ma poigne. « Attends, attends! Qu'est-ce qui se passe? L'Église a encore coupé ton salaire. » Ce n'est pas l'argent, Romain, c'est la vie, notre vie. J'ai dénoncé Lefebvre. J'ai envoyé les photos au Vatican. Le mot Vatican a eu l'effet d'une douche froide.
Les yeux de Romain, qui étaient irrités par la poussière de ciment, se sont écarquillés d'une peur primaire. « Quoi? Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu es folle! Tu as mis la main dans le nid de frelons, Mia !» Il le méritait. J'ai sauvé les sœurs, mais il sait que je suis la personne qui est entrée dans son bureau. Il ne sait pas que je suis la femme de ménage, mais il me cherche. Nous devons disparaître. Romain a reculé, lâchant ma main comme si j'étais contaminée. Disparaître? Mais où? J'ai un chantier en cours, Mia. J'ai des dettes, je ne peux pas disparaître. Pourquoi tu n'as pas juste laissé les choses se faire? C'est le clergé, ce n'est pas notre problème. La lâcheté de Romain m'a frappé plus fort que n'importe quel point. Je venais de risquer ma vie pour une question de morale. Et lui, il pensait à son enduit et à son salaire. Écoute-moi bien, Romain, tu es mon mari. Si je tombe, tu tombes avec moi. Ils vont te trouver, ils vont te poser des questions sur les photos. Ils vont te demander comment une simple femme de ménage a pu avoir accès à ce genre de preuves. Les photos? Il a pâli. Tu as ces photos ici? Non, je les ai envoyées à Rome. J'ai gardé... Je n'ai pas eu le temps de finir ma phrase. J'ai réalisé mon erreur. Romain n'avait pas peur pour moi. Il avait peur des conséquences pour lui. Et il avait une opportunité. S'il me livrait, peut-être qu'il pourrait s'en tirer. « Tu as fait ça pour me nuire, n'est-ce pas ?» a-t-il craché, la voix pleine de reproches, ses yeux devenant durs et froids. « Tu veux que je perde tout pour ton stupide sens de la justice ?» Je l'ai regardé, et pour la première fois, j'ai vu clairement l'antagoniste. Il n'était plus le Romain amoureux de mes 20 ans. Il était l'égoïsme incarné. « Je t'ai toujours protégé, Romain, » ai-je dit, ma voix s'abaissant dangereusement. « Ne commets pas l'erreur de penser que tu es en sécurité. » À ce moment-là, une grosse berline noire, une de celles que l'on ne voit que dans les films, a ralenti au coin de la rue. Les vitres étaient teintées, mais j'ai eu l'intuition glaciale que quelqu'un nous observait. Elle s'est arrêtée brièvement, puis a continué, lentement. Juste un détail. Juste une confirmation que la chasse avait commencé. Romain ne l'a pas remarqué, trop absorbé par sa propre peur. « Si tu vas à Rome, je ne vais pas avec toi. Je ne vais pas risquer ma vie pour 2 bonnes sœurs que je ne connais même pas. Et je ne vais certainement pas risquer de perdre mon travail pour ton coup de folie. Tu es seule, Mia. Tu as toujours voulu te battre seule, eh bien, maintenant tu l'es. » Le mot « seul » a résonné dans mon cœur, mais il n'y avait plus de place pour la douleur. La trahison était si complète qu'elle était presque une libération. « D'accord, Romain, je pars seule. Mais ne te mets pas en travers de mon chemin. » J'ai fait volte-face pour m'éloigner. J'avais besoin d'un plan B, et vite. Je devais quitter Nice. « Mia, attends !» a-t-il crié. J'ai tourné la tête, pleine d'une curiosité morbide. Il n'a pas bougé. Il était resté près de l'échafaudage. « Si tu t'en vas, tu ne reviens pas. Et si quelqu'un vient me voir, je n'ai rien à voir avec ça. Je dirai que tu as agi seule, que tu es folle, que tu as des problèmes psychologiques. Je dirai la vérité sur toi. » Mais chérie, c'est à ce moment-là que j'ai compris la véritable nature de la trahison. Ce n'était pas le fait de ne pas m'aider qui faisait mal. C'était sa volonté active de me détruire pour se sauver. Il allait devenir un allié de Lefebvre, ne serait-ce que par lâcheté. « C'est noté, Romain, » j'ai dit. Et j'ai marché, ne regardant plus en arrière. J'étais seule, certes, mais je n'étais plus encombrée par un poids mort. Il ne me restait plus rien, plus de mari, plus de maison, plus de travail. Seul mon petit sac à main. Je devais quitter Nice, mais sans argent ni contact, c'était presque impossible. Je me suis dit que si Lefebvre avait déjà envoyé des hommes pour me chercher, ils allaient d'abord regarder les gares et l'aéroport. Je devais trouver un moyen de m'éclipser sans laisser de traces, avant que Lefebvre ne découvre la trahison de Romain. Car oui, il allait le trahir en premier. Il fallait juste que je sois plus rapide. J'ai besoin de votre aide, mes amours. Si vous aviez été là, seul dans les rues de Nice, trahi par l'homme que vous aviez juré d'aimer et poursuivi par l'Église, où vous seriez-vous caché? Dites-le-moi dans les commentaires. Parce que l'endroit où je me suis réfugiée est le dernier endroit où j'aurais cru aller. Et c'est le seul endroit où la vérité sur Romain allait se révéler entièrement. Il faisait presque nuit. Je devais trouver refuge. Et soudain, une idée, aussi folle que brillante, a traversé mon esprit.
Il y avait un seul endroit à Nice où personne, et surtout pas Lefebvre, ne penserait jamais à me chercher. Le monastère des Clarisses, les Sœurs du Silence. Je pouvais m'y cacher pour la nuit, me faire passer pour une pèlerine en difficulté. J'ai marché vers les hauteurs de la ville, vers la colline où les murs blancs du couvent se dressaient. Mes jambes me faisaient mal. J'ai frappé à la grande porte en bois massif. Une petite sœur, le visage doux et les yeux étonnamment alertes, a ouvert la petite trappe. « Oui, madame ? J'ai des ennuis, ma sœur. J'ai besoin d'un refuge pour la nuit. J'ai fait la route. J'ai menti sur ma fatigue, mais pas sur mon besoin. » Elle a ouvert la porte. Je suis entrée dans un silence de pierre, l'odeur de la cire et des bougies. J'étais en sécurité, du moins je l'espérais. Elle m'a conduite à une petite chambre spartiate. Un lit, une petite table, un crucifix simple. « Reposez-vous. Nous n'avons pas de télévision ni de radio ici. Le monde extérieur n'existe pas. » Elle ne savait pas à quel point j'avais besoin de cette bulle. Je me suis effondrée sur le lit. J'ai sorti mon téléphone portable. Il me restait très peu de batterie. Je ne devais pas l'allumer, car il pouvait me pister. Mais j'avais besoin de vérifier une dernière chose. J'ai allumé le téléphone, mon cœur martelant. J'ai tapé le nom de Romain sur un moteur de recherche. Il avait un compte sur un réseau social qu'il utilisait pour promouvoir son travail. Et c'est là, mes chéris, que la vérité sur la trahison de Romain, la vraie vérité, celle qui n'avait rien à voir avec Lefebvre, m'a frappé. Il y avait des photos de Romain, mais pas de moi. Il était en vacances, il y a 2 ans, en Corse. Il y avait une femme avec lui. Je n'avais jamais vu cette femme. Elle était jeune, blonde, et elle le tenait par la main. Sous la photo, un commentaire de Romain disait « Avec ma future, loin du bruit de Nice ». J'ai cliqué sur le profil de la femme. Son nom était Sophie. Elle était décoratrice d'intérieur. Et elle vivait dans notre appartement, mais elle croyait qu'il était le leur. Romain n'avait pas peur de perdre sa maison et son travail à cause de Lefebvre. Il avait peur que je révèle son double jeu, sa double vie. Il était déjà en train de me remplacer. Et il était prêt à me jeter au loup pour protéger sa nouvelle vie. Mon sang s'est glacé. Lefebvre n'était qu'une menace extérieure. La véritable vipère, elle, dormait dans mon lit depuis des années. La batterie a rendu l'âme, laissant l'écran noir. Mais ce noir n'était rien comparé à l'obscurité qui venait de s'installer dans mon cœur. Je n'étais plus Mia, la femme de ménage. J'étais Mia, la femme trahie par l'Église et par son propre mari. Le lendemain, je devais partir de Nice. Mais d'abord, je devais faire en sorte que Romain paie pour son odieuse trahison. Et pour cela, j'avais besoin d'un dernier plan. Un plan qui allait le frapper là où ça faisait le plus mal, son portefeuille et sa réputation. Mais avant de vous raconter le coup de maître que j'ai préparé, je dois vous demander, mes chéris, si vous pensez que la trahison de Romain était pire que le mal fait par Monseigneur Lefebvre. Est-ce que l'hypocrisie de celui qu'on aime fait plus mal que la méchanceté d'un étranger? Dites-le-moi dans les commentaires, car l'heure de la vengeance approchait. Et elle serait aussi froide que le marbre de l'autel. La tempête était loin d'être terminée. La tempête était loin d'être terminée. Mes amours, je me suis redressée sur ce lit dur du couvent. Le silence des Clarisses m'enveloppait, un baume temporaire sur la plaie béante de la trahison. J'étais seule, mais pour la première fois depuis des années, je me sentais libre. Libre du fardeau de Lefebvre et libre du poids mort qu'était Romain. J'ai passé le reste de la nuit à planifier. Pas avec de la haine, mais avec une précision chirurgicale, la froideur d'une femme qui n'a plus rien à perdre. Romain craignait de perdre son chantier. Il craignait de perdre Sophie. Il craignait de perdre cet appartement qu'il prétendait avoir acheté pour leur avenir. Il fallait frapper les 3 en même temps. Le soleil n'avait pas encore percé à l'horizon quand j'ai quitté le monastère. J'ai laissé une petite enveloppe pour la sœur, un billet pour la remercier de l'hospitalité. Dans ces moments de survie, les petits gestes de bonté sont cruciaux. Je suis redescendue vers le vieux Nice, non pas vers le chantier, mais vers notre appartement. L'appartement que j'avais payé en grande partie avec mes modestes économies et qui, légalement, était à mon nom. Romain l'avait toujours ignoré, prétendant que nous étions un couple uni et que les papiers n'avaient aucune importance. J'avais insisté à l'époque, non pas par méfiance mais par précaution. Quelle ironie!
Ma précaution était devenue mon arme. J'ai ouvert la porte de la façade avec ma vieille clé. L'odeur de l'appartement m'a frappée, un mélange de mes anciennes affaires et des parfums fruités que Sophie avait introduits. Il était évident qu'elle était devenue chez elle ici. Romain n'était pas là, il devait être déjà au travail, anxieux de l'arrivée possible des hommes de Lefebvre. J'ai marché jusqu'au bureau de Romain, le seul endroit où il gardait ses documents importants. J'ai trouvé ce que je cherchais, le titre de propriété originale de l'appartement. Le nom de Mia Dupuis y était clairement inscrit. J'ai pris ce document. Puis je suis allé dans la chambre. J'ai trouvé l'endroit où je gardais mon argent de côté, cette petite poignée de billets que j'économisais en prévision d'une urgence. J'ai tout pris. C'était juste assez pour me donner une longueur d'avance. Mais l'œuvre de vengeance n'était pas complète. Je voulais que Romain souffre non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement, en perdant l'illusion de sa nouvelle vie. J'ai pris un stylo et une feuille de papier à en-tête qu'il utilisait pour son entreprise de restauration. J'ai écrit à Sophie. « Chère Sophie, vous vivez dans une illusion. Cet appartement n'est pas à vous, il est à moi. Je suis l'épouse de Romain, Mia, et il vous a menti. Vous trouverez 6 juin la preuve. Profitez de ce qu'il vous reste avant qu'il ne vous jette comme il m'a jeté. Quant à Romain, je lui souhaite le meilleur des chantiers. Vous n'êtes que la première de ses dettes. » J'ai glissé la lettre et une copie du titre de propriété dans une enveloppe. Je n'avais pas besoin de la poster. Je savais où Sophie travaillait. Elle était décoratrice pour un grand magasin près du port. Je déposerai la lettre en main propre, anonymement, à l'accueil. Mais pour que le coup soit parfait, il fallait qu'il touche Romain dans l'immédiateté. J'ai laissé l'appartement en silence et je suis allé vers le chantier du Vieux-Nice. Mes chéris, je dois vous demander, pensez-vous que la vengeance soit un plat qui se mange froid ou chaud? Dans mon cas, elle était glaciale. Laissez un pouce bleu si vous pensez que j'ai eu raison d'agir ainsi. Arrivé sur le site, tout était calme. Les ouvriers n'arrivaient qu'à 8 heures. J'ai repéré l'échafaudage où Romain travaillait hier, et surtout, la pile de sacs de ciment et d'enduit qu'il allait utiliser aujourd'hui. J'ai sorti de mon sac la seule chose que j'avais gardée du bureau de l'évêque, non pas les photos, mais le petit sachet de poussière dorée, l'or fin que Lefebvre utilisait pour ses petites magouilles. Ce n'était pas grand-chose, mais c'était symbolique. J'ai ouvert quelques sacs d'enduit neuf. J'ai saupoudré l'or dans les sacs, juste assez pour contaminer le mélange qu'il allait utiliser pour la façade de luxe qu'il était en train de restaurer. Imaginez la scène, mes amours. Romain, fier de son travail, appliquant son enduit frais pour voir, quelques heures plus tard, des traînées de poussière dorée briller sous le soleil de Nice. Une façade de l'élégance niçoise, ruinée par une touche d'or illégale et de vengeance. Le travail serait à refaire, sa réputation serait entachée, et son client serait furieux. J'ai refermé les sacs, ne laissant aucune trace. Je n'avais rien volé, rien détruit de manière évidente. J'avais juste assaisonné son travail. J'ai marché vers le port, déposé l'enveloppe pour Sophie au comptoir du magasin, et j'ai pris le premier bus qui partait loin de Nice. Pas la gare, pas l'aéroport. Simplement un bus de ligne, direction l'arrière-pays, puis un train vers le nord, la Normandie, où personne ne me connaissait, où l'air était frais et l'église moins puissante. J'ai regardé Nice s'éloigner dans le rétroviseur. La femme de ménage invisible s'était enfuie, mais elle avait laissé derrière elle un désordre qu'il faudrait des mois pour nettoyer. Aujourd'hui, mes chéris, je suis Mia. J'ai 50 ans. Je suis assise devant vous, dans ma petite maison en Normandie, avec le bruit des vagues en fond. Vous vous demandez ce qui s'est passé ensuite, concernant Monseigneur Lefebvre. J'ai appris par un vieil article de presse, quelques mois après ma fuite, qu'il avait été discrètement transféré au Vatican pour une maladie prolongée. Pas de scandale en première page, pas de manchette, juste le silence que l'Église achète si bien. Les photos, elles ont fait leur travail en interne. Les sœurs ont été relocalisées et la vérité a été murmurée là où elle devait l'être. J'ai gagné ma survie et elles, leur liberté. Concernant Romain, j'ai coupé tous les ponts. Mais les nouvelles, même les plus sombres, voyagent.
J'ai appris qu'après l'incident de la façade dorée, qui lui a coûté une fortune en réparation et l'a mis sur la liste noire des clients haut de gamme, il a perdu l'appartement. Sophie l'a quitté immédiatement. J'avais envoyé les documents du divorce par l'intermédiaire d'un avocat anonyme. Romain était ruiné, seul, sans l'amour de sa maîtresse ni l'abri qu'il croyait posséder. Il a fini par travailler sur des chantiers loin de Nice, un ouvrier parmi d'autres. La justice, mes chéris, n'est pas toujours rendue par un juge. Parfois, elle est administrée par une femme de 50 ans qui a appris à ne plus se fier qu'à elle-même. J'ai recommencé ma vie à zéro. J'ai ouvert une petite boutique de brocante et je vends de vieilles dentelles et des trésors oubliés. J'ai trouvé la paix dans la simplicité et la force dans mon indépendance. Je n'ai jamais plus cherché un homme pour me protéger. Si cette histoire vous a appris quelque chose, mes amours, c'est ceci. Ne laissez jamais personne, surtout pas ceux qui portent l'habit de la sainteté ou l'alliance de l'amour, vous faire sentir petite ou invisible. La femme de ménage invisible de Nice est devenue la femme la plus libre de Normandie. Aujourd'hui, je n'ai plus peur. Si cette histoire vous a touché, si elle vous a donné l'espoir que même après la trahison la plus profonde, on peut se relever, alors s'il vous plaît, laissez-moi un grand like. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Chaque nouvel abonné est une petite victoire contre le silence et l'hypocrisie. Dites-moi dans les commentaires, quelle a été la chose la plus difficile à entendre dans cette histoire? La trahison de l'Église ou celle de l'homme que j'aimais? Je vous lis toujours avec beaucoup de cœur. Merci, mes chéris, d'avoir écouté l'histoire complète de Mia, la femme qui a osé briser un crucifix pour sauver son âme. Que Dieu vous bénisse et n'oubliez jamais, votre plus grande force est votre vérité. À la prochaine fois.